Bonjour à toutes et à tous pour un débat de plus sur médias en scène, cette fois-ci sur un thème central, communication responsable. Par où commencer? En gros, si je devais remettre les pieds dans le plat, la question qu'on a envie de poser à nos invités que je vais vous présenter dans un instant, c'est quand les boîtes prétendent qu'elles communiquent de manière plus responsable aujourd'hui, est-ce du greenwashing ou est-ce que cela va au-delà? Et pour en parler, autour de moi, Béatrice Mandine Orange, juste à côté d'elle, Valérie Descamps, Média Transport, régie publicitaire dans les transports en commun en Ile-de-France essentiellement, mais sans doute pas seulement. En face d'elle, Bertrand Ciseaux, BNP. Bonjour. Et juste à côté, Agathe Bousquet, Publicis. Et à distance, Mathieu Orphelin, député qui a fait parler de lui avec un projet de loi pour essayer justement de faire en sorte que les choses bougent dans la matière de publicité responsable. Je le disais, greenwashing, pas greenwashing, peut-être pour lancer le débat, j'aimerais comprendre pourquoi les entreprises aujourd'hui ont fait de la communication responsable un vrai sujet. Vous en parlez tous, vous dites tous qu'il y a, entre guillemets, un véritable problème et qu'il faut s'en saisir aujourd'hui. Peut-être commençons par vous, Bertrand. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les marques, les banques, doivent changer dans leur manière de communiquer? C'est moins tant un problème qu'un enjeu d'alignement avec les stratégies de ces entreprises. Elles sont engagées dans une transformation absolument formidable. Et donc la communication, qui est tout simplement le lieu qui explique ce que font les entreprises, valorise leurs produits, doit évidemment s'aligner sur cette transformation-là. Et donc la communication a un rôle formidable à jouer d'accélérateur de la transition économique, qui est en partie opérée par les grandes entreprises. Et c'est cela qui nous intéresse aujourd'hui. La communication a besoin de changer finalement parce que la stratégie des entreprises a changé? Elle a besoin, elle aussi. Les entreprises veulent accélérer la construction d'un monde plus durable. Et donc le rôle de la communication, c'est tout simplement de créer le désir et la promotion de ce monde-là. Et donc c'est ce qui nous anime. C'est ce pourquoi d'ailleurs l'ensemble de l'industrie de l'information et de la communication s'est mobilisé cette année, et on va y revenir pour y travailler. Et c'est d'ailleurs ce qui a motivé aussi, et c'est très bien, de nombreuses parties prenantes, personnalités et hommes politiques, et je pense que Mathieu Orphelin y reviendra, de s'intéresser et de travailler sur ce sujet. Et c'est aussi très important parce que c'est un sujet qui dépasse largement l'industrie de la communication, et qu'il y ait des gens qui aient envie de travailler, de comprendre, d'autant que je crois qu'on partage tous le même point d'arrivée. Après, les chemins peuvent être contradictoires, mais des ONG se sont passionnés, la Convention citoyenne en a parlé, et c'est très important que ce soit un mouvement global. Et le but du jeu, c'est que la communication ne bascule pas du mauvais côté de l'histoire, mais au contraire, serve celle qu'on a tous envie de construire pour nos enfants. Béatrice, le sous-jacent de tout ça, ça veut dire que les boîtes changent vraiment? Est-ce que les entreprises changent vraiment aujourd'hui et c'est pour ça qu'il faut aussi changer de manière de communiquer? Alors, oui, tout à fait. Enfin, c'est un peu ce que disait Bertrand, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la communication, elle n'est pas hors du temps, elle existe dans un contexte et dans le monde dans lequel on vit. Donc cette prise de conscience qu'on a tous eue, c'est une réflexion profonde qui n'est pas particulière au secteur de la communication, mais toutes les entreprises et tous les acteurs du monde dans lequel on vit se posent les mêmes questions. Et effectivement sont engagés dans un chemin pour un monde meilleur, si on veut l'appeler comme ça, ou plus durable, quelle que soit la formule qu'on utilise, en tout cas dans cette orientation-là. Et oui, ça débouche aussi sur un sujet qu'on peut évoquer aussi, qui est le sujet de la raison d'être. Et c'est là où se croise à la fois le cheminement des entreprises et des marques en particulier, parce que le brand purpose en tant que tel, dans le secteur de la communication, ce n'est pas un concept très nouveau, hein, c'est un sujet qu'on évoque depuis longtemps. Puis il y a eu cette loi Pacte qui a été une formidable opportunité de collectivement, en France, en tout cas, se saisir de ce sujet et de parler de raison d'être. Maintenant, se poser les questions au sein des entreprises, finalement. Poser la question sur son rôle, oui, c'est assez sain. Et donc les marques le font, traditionnellement depuis toujours. Et c'est bien quand l'image de la marque reflète vraiment ce qu'est l'entreprise. Donc il y a une vraie superposition. Chez Publicis, vous avez des thermomètres partout, vous mesurez la société, vous comprenez l'évolution des attentes des consommateurs, et puis de l'autre côté, vous voyez comment les entreprises changent. Est-ce que vous avez l'impression que ce discours-là, aujourd'hui, est en train de devenir une réalité pour de plus en plus d'entreprises? Est-ce qu'on est à un moment de cristallisation
Ou est-ce qu'on est encore dans une période où les entreprises se disent il faut que je fasse quelque chose parce que le consommateur, les attentes ont changé? Où est-ce qu'on en est dans de la réflexion à l'action? Il y avait depuis quelques années déjà un vrai mouvement vers le plus de responsabilité. Donc des entreprises qui étaient très matures et très en avance là-dessus pour faire en sorte d'être dans une transformation qui soit plus protectrice des ressources, des gens, qui soit plus attentive dans la manière de faire de la performance. Donc ça c'était un mouvement qui était lancé, qui était assez lié aussi au fait qu'il y avait une pression des consommateurs, une pression de l'opinion, qui est assez défiante par rapport aux entreprises sur le fait qu'elles fassent bien ou mal, mais qui est aussi énormément en attente. Ça fait très longtemps que dans les études, on voit bien que les courbes d'attente, elles sont plus fortes que les courbes de défiance. C'est-à-dire que le consommateur, il considère que l'entreprise ne fait pas toujours bien son boulot. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il pense que sans l'entreprise, on n'arrivera pas à bien faire le boulot. Donc l'attente, elle est super forte. Et donc cette pression-là, elle est intéressante pour les marques et pour les entreprises, pour se distinguer dans leur marché, pour montrer qu'elle peut défendre du bio quand on est un retailer, qu'elle peut défendre le fait de recycler des téléphones quand on est un opérateur de téléphonie, ou qu'on peut à un moment donné choisir des investissements plus solidaires, plus responsables quand on est une banque. Enfin voilà. Donc c'est aussi à un moment donné, c'est pour ça que à la fois les entreprises, elles se sont beaucoup transformées, sous la pression aussi des consommateurs et de l'opinion. Et à la fois, la communication, elle a permis souvent d'accélérer par les engagements. En rendant lisibles et visibles des choses, elle a permis aussi de l'entreprise d'accélérer ou de formaliser aussi un peu mieux sa manière de voir les choses. Donc ça, c'est un mouvement qui existait depuis longtemps, qui, sans contexte, est en accélération. Parce que la crise qu'on est en train de vivre, elle accélère ça beaucoup. Parce que pour les gens, il n'y a pas de doute que c'est aussi une crise de l'écologie qu'on est en train de vivre. Voilà, cette espèce de mondialisation d'un virus, ça nous renvoie aussi à une forme de fragilité de ce que nous sommes et de nos sociétés. Et on voit bien que ça a un lien aussi avec l'environnement dans lequel on vit. Donc c'est vrai qu'il y a une cristallisation de ça. Et donc il y a des entreprises, pour reprendre votre point, qui d'un seul coup, pour certaines, se réveillent un peu. Mais ce n'est pas les grandes entreprises qui sont autour de cette table, mais c'est vrai qu'il y a des entreprises qui disent, mais au fond, est-ce que c'est pas le moment de revoir des choses? L'attente des consommateurs est de plus en plus forte. Donc je pense qu'on est dans une accélération de ce mouvement qui est un mouvement vers le good, on va dire. Et les agences, la communication en général, les médias, etc., on joue tous un rôle pour faire en sorte d'être un accompagnateur de ça, puisqu'on accompagne la création de valeur des entreprises dans la communication. Et c'est vrai qu'on est hyper conscient. On a beaucoup de données, comme vous le disiez, voilà. Et on a envie, c'est ce que tu disais Bertrand, et tu as raison, de participer à ça, parce qu'on ne vit pas dans un bocal en se disant on va faire de la pub pour des trucs pourris, vendus super cher et qui polluent la planète. Non. Et donc, en effet, les débats dans lesquels on est aujourd'hui, c'est comment est-ce que nous-mêmes, en tant que communicants, et avec nos clients, on fait mieux aussi notre propre transition écologique dans ce moment-là. Et est-ce qu'il n'y a pas un problème historique qui est quand le consommateur regarde la pub, il se dit, en fait, on nous ment un peu. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait quand on est une agence ou quand on est une entreprise pour, en interne, faire en sorte que la com, ça ne soit pas juste un habillage, mais que ça soit aussi ancré sur une réalité, c'est-à-dire, est-ce que vous accompagnez, mais est-ce que vous, dans vos entreprises, et je donnerai ensuite la parole à M. Orphelin, mais comment est-ce qu'au quotidien, vous avez commencé à véritablement changer? Est-ce que vous avez le sentiment qu'en profondeur, les boîtes pour de vrai changent? Pardon, vas-y, elles changent, elles ont énormément changé, elles ont énormément agi, elles ont des choses à raconter, et surtout, elles sont hyper sous pression, elles sont hyper regardées, elles sont hyper contestées. Il y a un truc majeur, en fait, qu'on oublie toujours, c'est que depuis ces fameux réseaux sociaux qu'on critique souvent pour leurs excès, il y a une voie de retour. Enfin, le consommateur, à la fois, il est averti, mais il peut s'exprimer. Donc, si on regarde l'évolution des entreprises ou des marques, il y a une époque où, effectivement, ça relevait de la promesse et du rêve. Et puis maintenant, on n'est plus du tout dans un monde où on peut se permettre de promettre sans prouver. Il y a une transparence qui fait que si on a menti en quelque sorte, on va se le reprendre tout de suite au moment. Ouais. Non, mais on part de la vérité pour créer de la publicité. Là où avant, on faisait de la publicité, puis parfois, ça devenait un peu la vérité. Béatrice a raison, on vit quand même sous de nouvelles gouvernances, de nouvelles influences sont en place avec les réseaux sociaux, un nouveau rapport horizontal avec le consommateur qui fait que Orange ne peut pas se permettre de raconter qu'elle recycle les téléphones si elle ne les recycle pas. Sinon, dans 5 minutes sur les réseaux sociaux, il est écrit qu'elle ne le fait pas. Bertrand, Valérie, puis après on passera la parole à Mathieu. Non, les entreprises, et surtout quand elles sont centenaires ou bicentenaires, elles ont passé leur temps à s'adapter et à accompagner les transformations de tout temps. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on vit dans un monde carboné qu'on a tous souhaité. Les pouvoirs publics, les entreprises, les consommateurs, tout le monde. Et on est en train de vouloir construire le monde décarboné. Cette transformation, c'est celle-là qu'on est en train tous de vouloir réussir. C'est cet enjeu-là
que la communication doit absolument accompagner, comme elle en a accompagné d'autres dans le passé. Et c'est cette transformation-là que les entreprises doivent réussir. Est-ce que les choses vont assez vite? Probablement Jamais. pas. Et par définition, jamais. Et le but du jeu, c'est de réussir cette transition le plus rapidement possible. Et c'est là où la communication a un rôle formidable à jouer. C'est d'être un de ces accélérateurs. Ce n'est pas pour autant qu'on peut démonter le monde carboné du jour au lendemain, parce qu'on se retrouve immédiatement, évidemment, avec un problème social et économique qui n'a pas de sens. Et je pense que Mathieu Orphelin va en reparler, mais c'est tout l'enjeu de cette accélération maximale supportable pour tous. Est-ce qu'on peut faire mieux en matière de communication? Probablement que oui. C'est pas qu'on ne fait rien, mais on peut probablement faire plus. Valérie, sur ce qui a déjà été fait dans le monde de la pub que vous observez, est-ce que ce monde, tel que vous le voyez, il s'est déjà mis en mouvement? Depuis déjà plusieurs années, voire quelques décennies. On en parle beaucoup aujourd'hui parce que, comme le disait Agathe, on est tous dans cette crise sanitaire avec un contexte où on nous rappelle l'urgence absolue que nous avons tous pour faire face aux enjeux environnementaux. Donc, je crois qu'en ce moment, on est effectivement dans une urgence de prise de conscience et qui fait qu'on ne parle que de ça quasiment en ce moment, et c'est bien, mais c'est pas récent. Alors, si je prends dans le monde de la publicité et des médias et des régies publicitaires que je représente, par exemple, si vous prenez le domaine de la publicité extérieure, donc l'affichage, c'est un segment qui dépend depuis toujours du Code de l'environnement. Donc nous, ça fait des années en fait qu'on est habitué à prendre des décisions qui soient en respect de la protection de l'environnement. La difficulté, en fait, je trouve qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas tous alignés. On n'est pas tous au même stade. D'un point de vue... Tous les acteurs de ce secteur ou alors non, la publicité extérieure, on est tous assujettis au Code de l'environnement, mais la réglementation en France qui peut être très très stricte, notamment dans certains secteurs, il y en a d'autres aussi, le secteur de la finance, mais s'agissant du secteur que je connais bien, qui est la publicité extérieure, c'est un des pays où la réglementation est la plus stricte au monde. On ne va pas s'en plaindre parce qu'on sait qu'au fond, ce qu'on fait, c'est pour le bien, c'est pour le good. Ce qui est parfois compliqué, et je crois que c'est là l'enjeu du moment, c'est qu'il faudrait qu'on soit tous alignés aux mêmes règles, aux mêmes convictions, pour qu'on puisse, je dirais, continuer à piloter de la croissance de façon, je dirais, progressive, sans doute moins forte. Je ne suis pas sûr de bien comment vous voulez dire. Par rapport à qui? Par rapport aux GAFA? Par rapport à d'autres? Ou d'autres acteurs qui ne respectent pas les mêmes règles que nous? C'est ça? Bien sûr. Ils ne respectent aucune règle. Donc, c'est là où ça devient compliqué pour certains acteurs qui essayent tant bien que mal de respecter tout cela, quand on voit qu'à côté, il n'y a aucune réglementation, et je ne parle même pas de la partie fiscale qui reste un pur scandale. Donc c'est ça la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, et c'est très compliqué, c'est très complexe qu'on a à vivre aujourd'hui, parce qu'on a l'obligation absolue de revoir tous nos process d'organisation, ça c'est très clair, avec sans doute moins de marge, c'est très clair aussi, mais tout cela dans un contexte où on n'est pas forcément, encore une fois, tous avec les mêmes règles du jeu. Et ça, c'est un vrai sujet. Donc ça, c'est la transition vers Mathieu Orphelin, au moment où on a envie de lui demander est-ce que c'est le bon moment pour rajouter des contraintes à des acteurs qui en subissent déjà beaucoup? Avant de peut-être d'aborder l'aspect de la contrainte supplémentaire, peut-être sur le rythme. Bertrand le disait il y a une seconde. Peut-être Mathieu Orphelin, il n'est pas que dans la contrainte. Hein. Non, je n'ai pas dit. Non, mais... enfin, juste, on va le laisser se défendre tous. Ouais. Juste sur le rythme, Bertrand le disait, peut-être qu'on ne va pas assez vite, peut-être que c'est difficile d'aller plus vite. Est-ce que c'est la loi? Est-ce qu'il faut en passer par la loi pour accélérer le tempo, selon vous, Monsieur Orphelin? De toute façon, il faut accélérer le tempo. Et la loi, qu'est-ce que peut faire la loi? Elle peut autoriser, contraindre ou interdire. Elle ne peut pas faire grand-chose d'autre de plus dans la loi. Dans les lois de finances, on peut également donner des incitations, taxer. C'est des choses d'ailleurs qui peuvent s'appliquer aussi au secteur de la publicité. Mais la loi est un outil parmi d'autres pour se mettre à un rythme beaucoup plus fort qu'aujourd'hui. Je crois que, bien sûr, on aime s'opposer, mais on a des points très, très importants de convergence entre nous, malgré des intérêts défendus très divergents avec certains des intervenants précédents. Bien sûr que les stratégies des entreprises
elles sont en train d'évoluer. Et bien sûr que la publicité doit être au service de cette transition des stratégies industrielles ou des stratégies d'entreprise. Mais il faut aussi qu'elle soit compatible avec la vitesse qu'il faut avoir si jamais on veut relever le défi climatique. Si jamais on baisse les bras, on se dit « bah oui, mais quand même, il y a d'autres contraintes, etc. » Voilà, après, on peut aller au rythme qu'on veut, laisser du temps, mais si on veut relever le défi climatique, si on veut limiter le réchauffement climatique à 1,5 ou 2 degrés d'ici la fin du siècle, il faut baisser les émissions de gaz à effet de serre de 5 à 7% par an pendant 10 ans. Moins 5 à moins 7% par an. Alors, où on trouve une formule miracle pour permettre la croissance comme elle est, les ventes comme elles sont, la promotion des produits comme elle est aujourd'hui, mais tout en limitant les émissions de gaz à effet de serre, ce qui est impossible, soit on met plus en avant par la publicité, évidemment, des produits à moindre impact. Et donc, c'est peut-être ce qui nous différencie pour l'instant. Moi, j'aurais aimé une présentation très intéressante des différents acteurs, mais qu'il y en ait un d'eux, que ce ne soit pas moi qui ait, comme à chaque fois, l'obligation de redire que le rythme qu'on veut avoir, c'est moins 5 à moins 7% sur les émissions de gaz à effet de serre par an. Parce que tout le reste, ça n'a aucun sens, nos discussions. Si on n'est pas à ce rythme-là, on perd le combat contre le réchauffement climatique. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, bien sûr que moi, je sais tous les efforts qui sont faits par tous les secteurs, et le secteur de la publicité fait des efforts, mais comme les politiques font des efforts, mais la seule question, c'est quel est l'écart qui nous reste à combler collectivement pour se mettre au bon niveau, au niveau des alertes des scientifiques. Dans les points de convergence, j'en ai noté un qui est très fort aussi sur le fait que tous les acteurs doivent avoir les mêmes règles, et notamment les GAFA. Alors, peut-être qu'on peut revenir après sur les GAFA, mais sur aller plus vite. J'ai envie aussi de poser la question aux différents acteurs qui sont autour de cette table. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme engagement quand on est dans une agence de publicité ou dans une entreprise pour justement répondre à l'interrogation ou à la question soulevée par Mathieu Orphelin? Comment est-ce qu'on peut faire pour aller plus vite et avoir plus d'impact plus rapidement? Est-ce qu'il y a des solutions? Bien sûr. Alors, nous n'avons pas cité le chiffre de moins 5 à moins 7%, mais nos entreprises, aujourd'hui, en vrai, en tout cas je vais parler pour BNP Paribas, elles ont des stratégies qui sont totalement alignées sur les accords de Paris. Donc, et dans d'autres cas, si vous voulez, tous les portefeuilles, que ce soit du côté des crédits ou du côté des investissements, la seule stratégie qui compte, en complément des stratégies de crédit, c'est est-ce que les portefeuilles ont les modèles de pilotage qui les emmènent vers les accords de Paris, c'est-à-dire un 7 degrés. Bon. Donc on est calé là-dessus. Et d'ailleurs, on travaille en coalition avec d'autres banques pour réussir à atteindre ces objectifs, et ça emmène vers des modélisations qui sont d'un ordre nouveau. L'engagement est pris et le chemin est en cours. Donc on a tous en tête cet objectif, Monsieur Orphelin. Après, vous avez tout à fait raison. Ce que la communication doit faire, c'est mieux promouvoir les usages d'un monde plus durable. Comment est-ce qu'on arrive ensemble à faire en sorte qu'il y a un supplément d'âme, un supplément de part de voix par rapport à nos parts de vente pour les usages et les représentations sociales, c'est très important, qui accélèrent cette transition économique et qui permet effectivement de nous orienter vers ce monde décarboné. Et ça, on est en train d'y travailler. Je pense qu'on a des idées. Les États généraux sont à l'œuvre là-dessus, on peut y revenir. Mais on est tout à fait conscient qu'il faut qu'on arrive à accélérer. Certaines entreprises le font déjà, et d'ailleurs Béatrice a des exemples en la matière. Mais il faut aller plus vite. Ce n'est pas qu'il faut probablement interdire le reste, parce que tous les usages n'accélèrent pas un monde durable. Pourquoi des incitations positives pour les... Exactement. L'interdiction en communication, et Agathe le sait parfaitement, oui, il en faut probablement quelques-unes, quelques renoncements, parce que ça peut aider, mais ce n'est pas ça qui va fabriquer la transformation. Parce que le consommateur, en plus, il adore contourner l'interdiction, il est fait comme cela. Mais fabriquer de l'incitation et plus de visibilité pour le consommateur, pour ce qui va l'aider à opérer lui-même sa transition. Béatrice, sur ce point. Juste pour être quand même
être quand même clair sur un point qui, je pense, nous rapprochera, c'est que effectivement, certaines entreprises ont pris ce train-là et avancent. Et si on est là tous les deux, c'est qu'on a le confort de pouvoir s'appuyer sur des plans stratégiques et des marques qui ont embarqué cet engagement environnemental et même au-delà des accords de Paris pour ce qui est d'Orange. Donc, une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas raconter non plus l'histoire que tout le monde est sur le même pied d'égalité. Ça n'est pas vrai. Mais ce qu'on essaye de pousser, nous, et c'est le sujet des États généraux, puisque cette prise de conscience, elle est collective dans la sphère de la communication, l'ensemble de la filière, donc ça embarque à la fois les marques, mais aussi les médias et les agences, et on est tous quand même très orientés dans cette orientation-là et leur démontrer que c'est possible, encore une fois. Moi, j'ai aussi envie de rappeler que la communication, c'est aussi un peu de bon sens, c'est-à-dire qu'une communication, elle n'est jamais aussi efficace que quand elle répond à des attentes, comme le disait Agathe tout à l'heure, et qu'aujourd'hui, il n'y a pas une boîte qui peut vous démontrer, enfin, ils ne sont pas aveugles, ils avancent aussi pour répondre à des attentes de leurs clients, même s'ils sont ultra ciblés là-dessus, il y en a de moins en moins, mais on vit dans une société, donc cette conscience écologique, elle est quand même, Dieu merci, la prise de conscience, elle est très large. Donc naturellement, on va se porter vers là. Qu'il faille inciter, c'est une évidence, et il faut essayer de se mettre entre... c'est ni les bisounours, ni les vendeurs de peur qui nous promettent la fin du monde demain. On essaye de se mettre constructivement entre les deux. Agathe, sur ce point, et ensuite Mathieu, peut-être. Non, mais le point de Mathieu, enfin, c'est ce que vous dites tous les deux, il est extrêmement juste, c'est l'accélération. Alors, pour moi, il y a ce que la publicité peut faire pour que ça accélère et ce que la publicité doit faire pour que ça accélère. Ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle peut, en tout cas nos métiers à nous, ils peuvent permettre de dire à tous les clients pour lesquels on travaille à quel point d'aller chercher des produits, des usages plus responsables, à un moment donné, ça sert leur marque et c'est utile et ça construit quelque chose qui est intelligent pour la suite. À la transformation. Et de ce point de vue-là, en effet, c'est un sujet dont on a déjà parlé avec Mathieu et dont on parle souvent avec Bertrand. Sans parler d'interdiction, l'incitation au contraire à dire vous êtes une marque, vous avez des choses à raconter, vous faites des choses concrètement responsables, ben c'est ça, en majorité, en un certain pourcentage d'investissement, etc., que vous allez valoriser dans vos campagnes plutôt que de valoriser des choses qui ne le seraient pas. Ça, c'est poussez la vos voitures électriques plutôt que vos SUV. Parce que de ce point de vue-là, il faut être clair. Et moi, j'ai commencé dans le monde associatif où la communication permettait de faire de la prévention et de la sensibilisation. Donc la communication, c'est extrêmement utile pour faire la transition écologique. S'il n'y a pas de message pour dire aux gens de trier leurs déchets, ils ne trieront pas. S'il n'y a pas de message aux gens pour dire que le bio il devient accessible, ils n'achèteront pas du bio. S'il n'y a pas de message pour dire qu'on peut recycler des téléphones, ils ne savent même pas qu'on recycle des téléphones. Donc on voit bien que la communication, elle est indispensable. Donc encourageons à une part de publicité toujours plus responsable plutôt que, en effet, d'être dans des logiques d'interdiction qui mettent des pressions économiques très très fortes. Donc ça, c'est un premier point. C'est ce qu'on peut contribuer à faire. Et il ne se passe pas une journée sans que les gens dans nos agences essaient de contribuer à faire sortir plutôt des informations intéressantes et intelligentes. La deuxième chose, c'est sur ce qu'on doit faire. Et sur ce qu'on doit faire, c'est la transition écologique de nos propres métiers. Et là-dessus aussi, on a besoin du soutien de la loi, si je peux dire, et de l'incitation. On sait aujourd'hui éco-concevoir des campagnes. On sait aujourd'hui éco-concevoir des événements. On a des logiques chez nous industrielles pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'impact. Le problème, c'est que souvent, quand on fait l'addition, quand on présente un devis à un client, alors heureusement, nous, on a des clients très responsables qui sont prêts à payer un peu plus cher, mais quand on présente des devis, il y a des clients, tu le disais, tout le monde n'a pas les mêmes niveaux de maturité, pour qui, non, toujours moins cher, toujours moins cher. Nous, plus on poussera à l'écolabellisation des produits, et ça implique, on en parle souvent avec Béatrice, de la formation aussi, au sein des propres équipes marketing chez nos clients, plus on a une chance qu'en effet, le secteur de la communication joue aussi pleinement son rôle. Et pour ça, il ne faut pas qu'on nous fragilise davantage, il faut au contraire qu'on nous soutienne et qu'on encourage à faire en sorte que toutes les campagnes soient le plus possible sans impact dans la production même. Juste avant de passer la parole à Mathieu, finalement, je suis pris à partie là, par quelqu'un qui a une question pour Valérie sur est-ce qu'on est crédible quand on fait de la publicité à l'extérieur digitale qui est une pollution visuelle et énergivore. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas une incompatibilité quand même ? Alors, je suis malheureusement habituée à ce genre de questions et ça fait partie du problème parce que quand Mathieu rappelait tout à l'heure l'objectif de 5 à 7% de baisse d'émissions de gaz à effet de serre, évidemment, on ne le dit pas précisément, mais on l'a tous en tête. Il y a une chose qu'on ne dit pas assez, c'est que pour arriver à cet objectif, il faudrait déjà qu'on ait un bon diagnostic
et qu'on ne parte pas sur des a priori ou sur des clichés. En l'occurrence, la question des écrans numériques qu'on me pose C'est souvent... mal placé pour vous critiquer, là. Aujourd'hui, on est entouré Non, mais ça fait partie du problème. C'est-à-dire qu'on a tendance à viser, à cibler, à flécher certaines activités ou certains mobiliers numériques comme fortement responsables des pollutions. Alors, je ne vais pas dire que c'est neutre, hein. Il y a évidemment une empreinte carbone, je ne vais pas dire autre chose. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les écrans numériques de nouvelle génération, évidemment, consomment 2 fois moins que ceux qui étaient fabriqués il y a 10 ans et consomment même moins aujourd'hui que certains mobiliers analogiques, c'est-à-dire papier. Donc non, il n'y a pas de contradiction à développer des écrans numériques dans des environnements de transport et à dire qu'on a, nous, une trajectoire carbone. En tout cas, on a pris l'objectif d'ici à 2024 de baisser de 25% notre empreinte carbone avec, à la base, un diagnostic et c'est certifié avec des analyses de cycle de vie, tout simplement parce que le digital permet une telle croissance qu'on peut se permettre de dédensifier énormément notre part publicitaire. Et je crois que c'est un parfait exemple de ce que peut être la croissance responsable, de pouvoir continuer à faire de la croissance, mais autrement, avec moins, mais mieux. Voilà. Donc je réponds mais vous avez plus largement répondu à la question, mais ça fait vraiment partie de l'équation. C'est qu'à la base, avant de... Et si je ne peux que rejoindre les 3 invités au niveau de l'interdiction, c'est quand même quelque chose de contre-productif par définition, mais surtout, il faut surtout avoir les bons diagnostics de base. Mathieu, donc si je résume, c'est incitation plutôt qu'interdiction et ne pas diaboliser. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous y croyez ou vous dites non mais c'est comme avec le rythme, on n'y arrivera jamais? Non, on va tout faire pour y arriver. Je ne sais pas si on va y arriver, mais moi, je ne partage pas l'idée de dire que l'interdiction serait l'outil horrible. Je pense qu'il faut cumuler les outils. L'accompagnement plus fort qu'aujourd'hui des acteurs, notamment industriels, commerciaux et autres qui vont dans le bon sens. Moi, je suis pour plus d'incitation à la transition. Je suis pour qu'on aide beaucoup plus massivement les acteurs dans cette transition. Et aussi sur la mise en avant de produits les plus vertueux. Mais je crois aussi aux vertus de l'interdiction. Vous vous rendez compte de la faiblesse de la réponse politique aujourd'hui? Par exemple, sur le Black Friday. Parce que tout à l'heure, une des intervenantes disait la communication et les citoyens, enfin, il faut plutôt la communication et le produit, il répond quand il y a une demande, une attente, c'est le mot qui a été utilisé des citoyens. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas toujours vrai, en tout cas. Et le Black Friday en est la parfaite illustration. On met en situation de stress pour ne pas louper la bonne affaire, le consommateur, et ça marche grâce effectivement à toutes les techniques et à l'ingéniosité et au talent des publicitaires et des marques qui le représentent. Le Black Friday qui n'existait pas il y a quelques années, va représenter plusieurs milliards ou dizaines de milliards d'achats en France. Vous vous rendez compte? Oui, je sais pas, moi, mon sentiment, c'est que j'ai l'impression qu'on déplace peut-être la consommation, mais que ça ne va pas forcément nous forcer à consommer plus. Mais je me trompe peut-être, je ne suis pas un expert. J'entends ça. Interdisons Black Friday, ça c'est pas... Mais le Black Friday, c'est plus que ça. D'ailleurs, il y a plein d'études américaines qui montrent que plus il y a de publicité, plus il y a de consommation. Enfin, moi, on ne va pas relancer le débat, mais c'est même la définition même de la communication. Moi, je ne conteste pas ça. Je conteste pas ça. Hein. L'efficacité de la publicité, je suis d'accord pour la défendre. Finissez, Mathieu, finissez. Vous vous rendez compte que la seule réponse du gouvernement aujourd'hui, c'est de passer des heures à essayer de négocier un report du Black Friday d'une semaine? L'annonce géniale de Bruno Le Maire il y a quelques dizaines de minutes. Mais c'est ridicule, enfin. Nous, on avait souhaité, avec la collègue Delphine Batho, et ça avait été voté dans la loi économie circulaire, là aussi, de réguler toutes les publicités liées au Black Friday pour arrêter de faire croire aux consommateurs que c'est des soldes magiques ou des choses comme ça. Tant que le pouvoir politique sera aussi faible face aux intérêts de court terme, je peux vous dire que ça ne va pas bouger beaucoup. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on oublie un peu dans le débat là, le greenwashing, je voulais le rappeler sans m'étendre, mais il n'y a jamais eu autant de greenwashing que l'an dernier dans les publicités. Ça a causé d'ailleurs
le départ de France Nature Environnement du Conseil de régulation de la publicité. Mais voilà, je voulais donc, beaucoup jouent le jeu, certains, et en nombre important, ne jouent pas le jeu. Troisièmement, sur les écrans numériques, c'est un vrai débat, et là évidemment, avec Madame la représentante du secteur, Valérie Descamps, c'est compliqué à distance, je ne vous vois pas, et donc c'est vrai qu'on perd un peu du mal, hein, quand même. Mais je suis quand même heureux de partager avec vous, mais bon, on ne va pas se mettre d'accord là. Dans ma loi, il y avait 3 articles. Il y avait un article consensuel, tous les acteurs étaient pour massifier la communication dans les écoles de marketing, de communication, de commerce, les cours sur la communication durable. C'était consensuel. Malheureusement, la majorité LREM, même ça, n'en a pas voulu. Deuxièmement, la régulation progressive de la publicité en 10 ans, en condensant vraiment, par exemple, pour les voitures, pour les modèles les plus impactants, ceux qui ne sont même pas produits en France, mais même ça, ça n'a pas été retenu. Et puis, il y avait un article beaucoup plus polémique, parce qu'il y a des arguments, et Valérie l'a bien redit, il y a des arguments qui jouent dans les deux sens, il y a des chiffres à confronter, des ACV à confronter, etc. Moi, je continue à penser qu'il faut aller vers beaucoup plus de régulation des publicités numériques dans l'espace public, dans les entrées de gare, dans les entrées de métro, etc. Et tout un tas d'études. On a auditionné pendant les auditions de la loi, comment dirais-je, un certain nombre d'acteurs. C'était très intéressant sur les impacts, notamment aussi quand c'est sur l'espace public, l'impact sécurité, quand vous pouvez voir ces pubs de votre voiture. Donc, voilà, on est au début de ce débat-là. Je crois qu'il faut qu'on continue d'échanger sur cette partie interdiction. Moi, j'y crois beaucoup, mais il faut, vous l'avez rappelé, également que l'ensemble des acteurs soient soumis aux mêmes règles. Et on arrive au GAFA. Donc alors, allez-y, vous pouvez en dire un mot maintenant et ensuite… Ouais. Oui, je vais vous en dire un mot, d'autant que je vais vous quitter à 16h, parce qu'à 16h, on va révéler… On aura fini avant, donc allez-y maintenant, parce que le temps file. Très bien. On va révéler une chose qui nous est arrivée sur notre pétition Noël sans Amazon, qui va, je crois, en surprendre beaucoup et qui montre la force de ces GAFA, effectivement. Mais donc, il faut que les règles soient les mêmes pour tout le monde. Et ma proposition de loi proposait bien que les GAFA soient effectivement concernés, parce qu'aujourd'hui, c'est là aussi cette vitesse de transition de la publicité des moyens traditionnels vers les outils numériques, elle est assez folle, assez dingue. C'est des déplacements de 20% ou 30% de part de marché par an, quoi. Et donc là, il y a une vitesse qui fait qu'il faut effectivement qu'on continue de soutenir les secteurs qui seront moins financés par la publicité et qu'on arrive à réguler les GAFA aussi strictement, voire plus strictement que les autres. Bertrand, sur ce point de la régulation des GAFA et l'asymétrie qui peut exister. Je partage tout à fait ce point-là. Le thème de notre échange, là, c'est communication responsable. Et je pense que les annonceurs… C'est pas que publicité responsable, hein, c'est communication responsable. Mais pour le coup, pour revenir au sujet des investissements publicitaires, je pense que les annonceurs doivent vraiment prendre en considération le sujet que Mathieu Orphelin évoquait, qui est très important. Avant le monde du digital, c'est pas compliqué, les investissements publicitaires, ils allaient vers les médias d'information. Le digital a fait naître 2 catégories d'acteurs nouvelles, le monde du e-commerce et le monde des plateformes de divertissement. Et les médias d'information qui, évidemment, ont fait leur transition également vers le numérique. Les annonceurs, à mon avis, aujourd'hui, quand ils investissent dans le digital, ils doivent vraiment se préoccuper d'un certain équilibre entre la part des investissements qui va vers ces médias d'information. Ils doivent s'en préoccuper, pourquoi? Pour des raisons… Ils doivent s'en préoccuper parce que, tout simplement, le rôle de ces médias d'information est absolument essentiel pour la démocratie, et il se trouve que la publicité est un des éléments structurants du financement de ces médias-là. Je ne dis pas que j'ai aucun jugement sur de valeur entre divertissement, e-commerce et information, mais chacun ne fait pas le même travail. Et on ne peut pas aujourd'hui ignorer cela, et je pense que c'est un des éléments d'une communication responsable et de la responsabilité d'un annonceur. Et il y a un autre point qu'évoquait Mathieu Orphelin, c'est qu'aujourd'hui, ce sont ces médias d'information qui sont extrêmement régulés, et les plateformes de divertissement ou de commerce qui, elles, ne le sont pas. Donc en fait, on ne régule pas les algorithmes et on régule les rédacteurs en chef. Et ça, il y a un moment donné où il faut que ça cesse, parce que ça n'a pas de sens.
Et donc, les annonceurs doivent Il être faut très que ça, conscients de c'est un ça. peu pareil que ce que disait Valérie, c'est-à-dire qu'il faut que les règles soient les mêmes. Moi, Il faut que les règles soient les mêmes et il faut, je pense que nous-mêmes, et nous chez BNP Paribas, on suit les indicateurs de la part de nos investissements qui vont vers les médias d'information. C'est pas qu'on fait rien avec Facebook, on fait des choses formidables avec Facebook en matière de tennis, c'est une plateforme de divertissement, c'est ludique, les gens partagent leur passion, très bien. Les enjeux centraux qu'on vient d'évoquer de transition économique, les médias d'information jouent un rôle excessivement important, que les annonceurs se préoccupent d'être là où l'information éditoriale est centrale, ça vaut quelque chose. Là aussi, il y a un supplément d'âme par rapport à annoncer ailleurs sur le web. C'est aussi Ah ouais, être un moi, je acteur partage, responsable. je Béatrice. partage le point de vue de Bertrand comme responsabilité de marque. Néanmoins, pour me permettre de provoquer Mathieu, c'est pas par l'interdiction qu'on va flécher cette problématique qu'on évoque tous là. Sur l'équilibre, sur l'égalité de traitement des GAFA versus les médias traditionnels, si on parle de ça, c'est pas par l'interdiction qu'on va y répondre. En revanche, là où il me semble qu'on peut avoir une action politique, c'est que vous parliez de greenwashing tout à l'heure. Moi, j'ai aucun état d'âme à ce qu'il y ait des sanctions accrues sur ceux qui jouent pas le jeu et qui, d'une certaine manière, dévalorisent tout le secteur. Parce qu'il y a une espèce de caricature qui est faite de la publicité et de la com au sens large, qui se réduit d'ailleurs à son expression publicitaire, ce qui est un peu dommage, puisque ça fait d'autres choses. Mais même dans la pub, il y a ceux qui le font bien et ceux qui le font moins bien. Et donc, pour encourager ceux qui le font bien, une manière aussi, c'est de sanctionner ceux qui dérapent fortement. C'est-à-dire le greenwashing, c'est factuel. Je veux dire, si on prône des choses sous format publicitaire et que ça ne s'avère pas vrai, c'est assez simple de le démontrer. Alors, donc, concentrons-nous là-dessus. Et moi, je suis sûre que l'ensemble du secteur sera assez à l'aise avec ça. Le temps commence à manquer. Une dernière question peut-être sur ce thème, c'est est-ce que l'autorégulation est suffisante peut aider. Non. Ou pas? Non, ça peut aider. L'autorégulation aujourd'hui, on a la chance d'avoir un organe d'autorégulation qui fait des choses formidables, mais qui ne régule a priori que la télé. Est-ce que c'est suffisant dans le monde d'aujourd'hui? C'est une vraie question. Et on la porte dans les États généraux. On connaît la réponse, c'est non, on connaît la pas réponse. suffisant. Parce que réguler a posteriori tout le monde, sauf la télé, qui n'est par ailleurs pas le média le moins régulé, loin de là, est-ce que c'est pas suffisant. Voilà. Valérie, sur ce point, peut-être Agathe rapidement, et puis un mot de conclusion. Alors effectivement, la RPP, enfin l'obligation n'existe que pour la télévision. Bon, en publicité extérieure, et nous particulièrement, ce qu'on travaille avec des entreprises publiques, RATP, SNCF, donc autant vous dire que on s'oblige cette validation. Alors c'est le point où je rejoindrai Mathieu, c'est qu'effectivement, il y a une dégradation assez forte l'année dernière de ce qu'on appelle des non-conformités. On est habituellement sur des taux de 95% de non-conformité de messages. De conformité. De conformité. De non-conformité, pardon, de conformité, pardon. Tu me rassures. Là, je me sentais pas bien. visuels. Et ce chiffre est descendu à 89%. Et je dois vous dire que moi, c'est pas quelque une chose bonne que tendance. Vous faites quoi dans ces je cas-là? gère dans cette entreprise, parce que on peut vite avoir des scandales pour des publicités dans le métro ou dans les gares. Eh bien, je crois que c'est ce que les invités disaient à l'instant. C'est-à-dire que, comme toujours, il y a des entreprises qui sont très responsables, et puis il y en a un certain nombre qui profitent effectivement du contexte actuel pour faire du greenwashing clairement et simplement. Et là aussi, on a tous une obligation nous-mêmes en tant que diffuseurs, parce qu'on est quand même le dernier bout de la chaîne, et c'est à ce moment-là où on peut dire oui ou non. Là encore, il faudrait qu'on arrive à tous s'astreindre aux mêmes règles. Et vous retrouvez la distorsion de régulation. Je mets une publicité dans Les Échos ou sur franceinfo.fr. Ces deux médias ont des exigences de régulation que d'autres Non pas. n'auront pas du tout. Voilà. Mathieu, peut-être un mot et ensuite Agathe pour un dernier mot de conclusion. Oui, deux choses. D'abord, on avait auditionné pour la loi la DGCCRF en lui disant est-ce que vous pourriez vous organiser pour contrôler les pubs sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, les réseaux, etc. Réponse, oui, c'est plus compliqué que d'avoir l'exemplaire papier d'un journal, Mais effectivement, parce que c'est en permanence, les annonceurs choisissent sur une bourse des marchés d'insérer... c'est un système d'enchères pour acheter. Alors, les publicitaires connaissent ça par cœur. Moi, j'ai découvert ça. C'est assez fou. D'ailleurs, on vit quand même dans un monde
complètement Le temps presse, fou. Mathieu. Donc juste, et le deuxième point? Oui, mais je finis le premier, je ne vous donnerai pas le deuxième, tant pis. Et donc, mais c'est possible de réguler, c'est compliqué, mais c'est possible. Et d'ailleurs, sur des mentions légales ou quoi, les publicités en ligne sont plutôt pas plus mauvaises que les autres. Merci Mathieu. Agathe, un dernier mot peut-être pour conclure, hein. On est dans une urgence, Mathieu l'a très très bien dit, donc il va sans doute y avoir des choses à interdire, et d'ailleurs il y a des produits qui seront interdits, donc la publicité de fait sur ces produits-là va forcément être interdite, et on peut devancer un peu des choses, mais on ne peut pas se limiter à une radicalisation du débat comme ça, et c'est exactement pour ça que Mathieu et nous, quand on s'était vus, on s'était dit le but du jeu c'est de trouver la trajectoire et le chemin, de façon à ce qu'il y ait des incitations aussi, il y ait des encouragements, qu'on ne mette pas tout le monde dans le même panier. Béatrice a raison. Parce que finalement, on punit aussi les gens qui en fait font vachement bien leur métier en diabolisant tout un secteur qui quand même a beaucoup progressé. Et je pense qu'il faut c'est une bonne nouvelle qu'on voit l'impact de la publicité. Moi, j'y vois quand même plutôt en creux quand même un truc quand même. Enfin, qu'on nous reconnaît. D'un seul coup, on a un impact Ça énorme. marche, vous nous faites consommer. Mais il faut pas douter du fait que les grands acteurs ont envie de limiter cet impact quand on parle de carbone et qu'on est vraiment, on a les livres ouverts pour co-construire, et c'est le but des États généraux qui commencent le 27 novembre. Les États généraux de la communication, toute la filière qui est engagée là-dessus, les annonceurs, les médias, les agences, et que le dialogue commence d'une certaine manière. Merci à toutes et à tous. Merci. Et restez en ligne Merci. pour d'autres débats. Média en scène, ça n'est pas terminé. À tout à l'heure et à bientôt. Au revoir.